sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont sur YouTube, vous l'avez déjà vu. Pour celles et ceux qui sont sur la partie audio, on reçoit Maëlan Faure. Ça fait longtemps qu'on t'a pas reçu sur ce podcast. Ouais, mais c'est ma troisième fois, je pense. C'est la troisième fois, je pense, ouais. Donc Maëlan, elle vient... Pardon pour le boucan qu'il y a derrière, mon mari est en train de faire du feu. Maëlan, elle vient tous les 2 ans. Du coup, ouais. À chaque fois qu'il y a un grand changement, bah alors là, grand changement. C'est-à-dire que là, vraiment, c'était le pivot business qu'on n'attendait pas dans notre milieu. Maëlan, il y a un matin, elle s'est levée, elle a dit, allez, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, je change tout. Et donc aujourd'hui, en fait, tu allais dire quoi? J'ai dit, c'est bien résumé. C'est bien résumé. En fait, je me suis dit, en préparant l'épisode, c'est l'adage, on change pas une équipe qui gagne. Eh bien, Maëlan, elle a dit, si. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc aujourd'hui, elle vient justement pour nous parler de son pivot. Donc je la laisserai vous raconter tout ça. Et autour de ce pivot, on va pouvoir parler de plein de choses. Préambule, élémentaire. Je pense que tout le monde plus ou moins te connaît ici, soit parce qu'ils connaissent le podcast, soit ils te connaissent d'Instagram ou que sais-je. Mais sait-on jamais? S'il y en a qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer traditionnellement par te présenter, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Je pense que j'ai fait une présentation différente du coup à chaque fois que je suis venue. Donc la présentation actuelle. Donc moi j'accompagne. Alors je suis pas coach. Moi je suis accompagnante, formatrice, mentor. J'ai différentes cordes à mon arc. J'accompagne les entrepreneurs du monde du web, donc tout ce qui est solopreneur, freelance, accompagnant, formateurs, etc. Je les accompagne dans la construction de leur business. Et donc moi, suite à mon pivot, c'est de l'optimisation et de la structuration pour les entrepreneurs plus avancés. En gros, ta boîte a eu du succès, mais c'est le bordel, tu travailles trop. T'es là partout, t'arrives pas à déléguer, donc comment est-ce qu'on fait pour continuer à croître si on a envie, ou simplement stabiliser le chiffre d'affaires sans se cramer. Voilà un peu cette nouvelle présentation. Ok, pitch rodé quand même, hein, pour un pivot récent. Ça a été bien... Il y a eu 50 000 versions, tu vois, là c'est la version de ce jour-là, mais peut-être que demain ça va changer. Eh ben justement, il y en a, j'imagine que la majorité des gens qui te connaissent ici te connaissent pour la Micropreneur Academy ou assimilée. Et donc c'est notamment cette offre-là que tu as décidé d'arrêter et puis de faire tout le pivot plus global que cette offre, quoi. Il démarre d'où ce pivot? C'est quoi? C'est un déclic? C'est un ressenti? C'est un désalignement, comme on dit? Ouais, un désalignement progressif. Je l'ai senti venir à 10 000 kilomètres, mais depuis... donc moi, le programme donc, que je commercialisais, qui était un programme à la création d'entreprise, donc la Micropreneur Academy, je l'ai lancé, j'ai eu l'idée fin 2019, donc ouais, j'ai eu mes premiers clients en mars 2020, donc ça va faire bientôt 6 ans. Ça aurait fait 6 ans en tout cas. Tu vois, quand je revois un peu mes carnets business depuis 2021, 2022, tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Je commençais à écrire que c'est très intéressant d'ailleurs de pouvoir revoir ce que j'ai écrit par le passé. C'est ce que je conseille aussi à mes clients. Je commençais à avoir envie d'autre chose. Alors pas mettre de côté la Micropreneur Academy, donc toujours faire de la création d'entreprise, mais je commençais à vouloir toucher à d'autres choses, et notamment ce que je fais actuellement, c'est des sujets plus avancés. Ça c'est un truc que je pense j'ai eu du mal à assumer. C'est pour ça que ça a pris des années. Souvent on me dit mais il y a eu un déclic. Ça se fait de manière progressive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je me suis dit mais en fait je tourne en rond. Ça fait des années que je fais la même chose. C'était la même offre quand même depuis 2020. Je fais la même chose, je me sens de moins en moins challengée, je me sens appelée par d'autres sujets un peu plus complexes. Alors c'est pas du tout création d'entreprise c'est trop facile et l'autre c'est mieux. Non, c'est simplement moi en tant qu'entrepreneur j'ai aussi besoin d'être hyper stimulée et d'apprendre forcément. Donc ça a été progressif et pour résumer un peu la chose, moi je faisais du CPF depuis 5 ans.
en février 2025. Donc cette année, j'étais en vacances et puis là, j'apprends que je perds le financement CPF du jour au lendemain via la loi de finances. Alors, je comprends, la réforme CPF, elle est la bienvenue, mais j'ai perdu ça du jour au lendemain. C'était 80% de mon chiffre d'affaires et là, je me suis dit, bah là, c'est le signe aussi, je pense. Tu sais, c'est on m'envoie une grosse claque dans la tête ou en tout cas un petit coup de pouce du destin en mode voilà, fais ce que tu as envie de faire depuis des années. Moi, j'étais dans l'entre-deux ces dernières années. J'essayais de développer des offres à côté. Voilà, j'avais toujours cette Micropreneur Academy. Et donc, quand j'ai perdu le financement CPF, clairement, je l'assume. Hein, financièrement, c'était plus intéressant aussi pour moi de maintenir cette offre-là. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est un résumé de plusieurs années. Parce que là, c'était genre 80% de tes clientes qui venaient par le CPF. Ouais. Ah ouais, ça devait être une bonne journée, ça, quand t'as appris ça. Putain. Ben, tu sais quoi? J'ai ressenti quand j'ai appris la nouvelle. Alors, au début, j'étais un peu surprise, mais pas tant, parce que ça nous pendait depuis des années. En fait, j'ai ressenti du soulagement. Et là, je me suis dit, ok, en fait, voilà, c'est le bon moment pour le faire, je pense. Moi, je me serais démerdée. Franchement, ça me faisait pas peur, cette perte de CPF. Si vraiment c'était une offre à laquelle j'avais tenu, je me serais démerdée. Il y en a qui vendent sans CPF. Voilà, ça c'est, j'aurais fait pivoter certaines choses peut-être. Mais, là, c'était plutôt y a plus d'intérêt, en fait. Ciao, Ouais. au revoir. Enfin, C'était genre le truc extérieur qui te permettait de dire, chapeau point, tu sais pas moi, c'est CPF, quoi. ouais. Bah alors, du coup, la question qui vient, la première question, on va dire concrète sur le comment on fait, je me suis dit que c'était d'autant plus important de parler de repositionnement de pivot parce que bon, ok, dans l'entrepreneuriat en général, ça, c'est rare que ça fasse pas partie de la vie de l'entreprise, mais en plus là cette année, on en a vu partout des repositionnements. Ouais. Bon, mon analyse à moi, elle vient aussi du fait que ce contexte économique est en train de contracter beaucoup de marchés, donc il y en a plein qui sont obligés de se redéplacer un petit peu. Donc, je me suis dit que ça allait être utile pour beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, cette question du repositionnement. Et donc, la première question pratico-pratique, c'est concrètement, tu attaques où? Donc là, t'as ce truc CPF, tu dis bon, allez, vas-y, c'est bon, c'est le signe de trop, j'en ai marre, j'arrête. Du coup, là, concrètement, tu fais quoi? Genre, tu te fais un café, tu prends ta collection de stabilo de ton bureau, une feuille blanche. Je m'en vais accoucher parce que j'étais en fin de grossesse. Oui, comme ça, tant qu'à faire, effectivement, vu que c'était une période où t'avais vraiment le temps et la place, ouais, bien sûr, je vois bien, ouais, bien sûr. On était en février, donc j'étais à 7 mois de grossesse, hein, j'ai accouché en avril. Oui, j'ai un peu tout fait en même temps cette année. Mais du coup, je me suis dit, j'arrête la micropreneur et puis on verra à mon retour. C'est un peu ça qui s'est passé. Alors, j'ai pris la décision en février, je l'ai annoncé en mai, le temps de l'annoncer aux clients d'abord, de l'annoncer à l'équipe déjà au tout début, de voir comment j'allais mettre ça en place. Donc, il y a quand même eu un moment de flottement. J'ai lancé une offre le mois d'après. Alors ça paraît anodin, mais en fait j'étais déjà en train d'essayer de tâtonner, de voir ce que j'avais envie de proposer. Donc j'étais déjà dans le truc de bon, qu'est-ce que je propose après, tiens, je vais tenter un programme live sur un sujet que moi qui me ferait kiffer. Tu vois, je voulais prendre la température aussi avant d'annoncer, même si dans tous les cas je l'aurais fait. Donc il y a eu un peu cet entre-deux et je l'ai annoncé en mai, quelques jours après avoir accouché, parce que j'avais pas envie de tenir plus longtemps avec cette annonce. Et puis là, il y avait l'été qui arrivait. Moi, j'avais pas encore repris le taf à 100%. J'ai repris en septembre. Donc en fait, c'est bien tombé parce qu'il y a eu l'été, il y a eu le congé mat. J'ai laissé un peu les choses et je me suis dit, voilà, je prends l'été pour réfléchir à la question. C'est pour ça que j'ai documenté tout l'été dans ma newsletter. Moi, pendant 2 mois et demi, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête, les étapes. Mais voilà, il y a eu un gros moment de flottement au début. Je suis pas passée à l'action en mode demain ce sera ça comme offre. J'ai pris le temps. Oui, c'était ta série Inside. D'ailleurs, c'est, je sais plus lequel, le 3e ou 4e mail peut-être que je t'ai envoyé le mail en mode vas-y viens, reviens sur le podcast. J'ai l'impression que ça a été beaucoup suivi cette newsletter coulisses. Tu penses que c'est pourquoi que ça a autant intéressé les gens de suivre ce repositionnement? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça, je pense, validé chez beaucoup d'entrepreneurs l'envie, le besoin de changement, même quand ça marche. J'ai reçu beaucoup de retours comme ça. Soit que ça marche moins bien pour beaucoup d'entrepreneurs, on va pas le nier, évidemment, le contexte est pourri pour l'entrepreneuriat. Ou alors des gens pour qui ça marche, mais plus épanouis, ça les fait plus vibrer, ça les fait même chier de délivrer leurs offres.
Donc il y avait un petit peu de tout ça et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui... En fait, on en parle des pivots, mais peut-être pas dans le cœur, dans le feu de l'action. En mode là, j'ai vraiment documenté. Alors évidemment, j'avais quand même 1 à 2 semaines d'avance entre guillemets sur mon raisonnement, mes questionnements. Sinon, j'aurais écrit des mails qui n'auraient ressemblé à rien. Mais c'est rare qu'on documente peut-être en temps réel. Donc je pense qu'il y a eu en grande partie ça. Ça a plu. Voilà, ça sortait un peu des sujets business habituels. Moi, j'en avais marre de parler tout le temps de la même chose en termes de les sujets de contenu d'entrepreneuriat débutant qui sont hyper intéressants, mais au bout d'un moment, moi j'avais l'impression de tout le temps dire la même chose que les autres. Donc je pense moi aussi, en fait j'ai tellement kiffé le faire que je pense que ça s'est ressenti aussi. Et puis, puis de manière générale, on aime tous voir les contenus coulisses chez les autres. Moi, c'est des contenus que j'aime aussi. Donc, ouais, ça a bien marché. Je pensais pas autant, mais c'est vrai que j'ai eu vachement de retours positifs. Et alors du coup, tu allais accoucher. Après tu as annoncé ça, et donc concrètement, genre le premier épisode d'Inside quoi. Concrètement, tu fais quoi? Tu t'attrapes ton Notion, t'attrapes tes journaux intimes professionnels d'avant, t'as déjà une idée, tu fais une mind map, tu fais des tableaux. On attaque par quoi quand on veut faire un positionnement? C'est quoi la première étape? Je suis revenue sur mes idées d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà, alors c'est pas un pivot en mode j'ai sauté dans le vide et j'ai ouvert un truc dans l'artisanat qui n'avait rien à voir. On reste dans l'accompagnement. Tu le sais bien, j'avais déjà des offres pour les entrepreneurs plus avancés. Donc j'avais Hello CEO, Hello Délégation, j'avais lancé la petite offre. Bref, c'est des programmes qui sont en termes de niveau, ils sont plus avancés que ce que je faisais. Donc j'avais envie par le passé de lancer un mastermind. Enfin voilà, j'avais déjà dégrossi le terrain. J'avais déjà vendu dans Hello CEO peut-être à 40-50 personnes, des entrepreneurs avancés. Je connaissais les difficultés, j'avais échangé en live, j'avais fait 1 année de live. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis pas partie de zéro dès que j'ai annoncé la fin de l'académie. D'un point de vue extérieur, ça a été pas mal perçu comme elle saute dans le vide, elle prend des risques. Ça a été assez mesuré dans le sens où ça s'est fait progressivement, je savais où j'allais. J'ai pas changé de secteur à 360. J'avais déjà une clientèle. J'ai une partie de mon audience, bon, une petite partie, hein, mais j'ai quand même une petite partie de mon audience qui correspondait aux clients que j'avais envie de cibler. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et après, ouais, j'ai pris mon Notion, j'ai vidé mon cerveau, j'ai pris des... En fait, ça me venait quand je m'occupais de mon bébé, quand je marchais, souvent, très souvent, les moments off comme ça m'a bien aidé cet été. Donc, dès que j'avais un moment, je notais. Soit je me prenais en vocal ou en vidéo. Et petit à petit, j'ai essayé d'arranger tout ça. Ok, j'ai envie de proposer ça, mais finalement, comment je me différencie? Ça a été au fur et à mesure en fait, en agrégeant des notes et des idées, en faisant les choses aussi de manière visuelle. Moi j'aime bien l'outil Miro qui me permet de mettre des petites cases avec des couleurs et tout. Voilà, c'était visuel, mais voilà, ça s'est fait en fait, j'avais des pièces du puzzle un peu éparpillées un peu partout et puis je les ai réunies cet été au fur et à mesure. Et donc du coup, comment dirais-je, le truc qui paraissait un peu singulier pour quelqu'un d'extérieur qui voit ça d'un coup, c'est de se dire putain, c'est un peu contradictoire quoi d'arrêter une offre hyper rentable qui marche bien. Tu vois, si on n'a pas connaissance de l'histoire CPF, toi, cette contradiction qui peut-être t'as pas vécu comme une contradiction d'ailleurs, hein, ça marche super bien sur le papier, mais je suis désalignée. Est-ce que c'est un truc où t'as eu la sensation de devoir un peu négocier avec ça, genre peut-être je devrais pas, mais bon, j'ai plus envie de le faire, mais bon, c'est quand même intelligent de continuer, mais j'ai plus envie. Enfin, tu vois, est-ce que tu t'es sentie prise par le truc de j'ai envie de faire autre chose, mais il faut pas, ou j'ai pas envie, mais il faut, ou finalement, comme tu disais, c'était un truc qui était là depuis des années, donc il y a eu une espèce de truc pas étonnant, quoi, finalement. Et justement, c'est pour ça que ça a pris autant de temps, en fait. C'est que pendant des années, et c'est pour ça que j'ai essayé de concilier les deux, c'était en 2023, je me suis dit, ok, je vais lancer Hello CEO, je lance à fond la Micropreneur Academy, je fais une refonte machin, je vais lancer un mastermind et tout. Il y avait trop de choses. Quand j'y repense, moi qui aime bien un emploi du temps minimaliste, etc., là je me suis dit, ok, je vais faire la créa d'entreprise et de l'accompagnement pour entrepreneurs avancés, tac, les deux, ça va bien s'articuler, il y en a un qui fait le pont avec l'autre. Et en fait, j'ai essayé ça ça a pas duré longtemps. Je me suis vite aperçue que c'était très compliqué d'un point de vue d'un point de vue temps de travail, d'un point de vue
positionnement et trop de choses. Donc j'ai quand même essayé de faire rentrer les deux dans la même case. Ça a bien duré 2 ans. Et puis il y a eu des allers-retours parce qu'après donc j'ai essayé ça. Après je me suis dit non, la Micropreneur Academy quand même, ça me passionne, je vais continuer. Financièrement c'est rentable. Donc pendant 1 an et demi, 1 an j'ai fait que ça. Après j'y suis revenue. Enfin voilà, ça a été un peu des allers-retours. C'est pour ça qu'en 2024 j'ai refondu entièrement l'académie en me disant c'est parce que je suis plus alignée avec le contenu, parce que et je vois des améliorations à faire au programme. Et effectivement, moi, ça m'a reboosté. J'ai fait mon meilleur lancement en juin 2024, alors que ça commençait à déjà sentir mauvais sur nos marchés, on va dire. Super lancement. Et je me suis dit pendant 6 mois, trop bien, j'ai trouvé mon truc. Puis en fait, c'est vite revenu finalement, cette envie de faire autre chose. Donc voilà, il y a eu des allers-retours, mais vraiment départ en congé mat, annonce de la fin du CPF, même si j'aurais pu me retourner financièrement, ouais, dès que j'ai ressenti des soulagements, je me suis dit, ok, c'est la bonne décision. Je fais une parenthèse avec une question pas prévue, mais comme ça je rebondis sur ce que tu disais quand tu as dit alors que ça commençait à sentir un peu mauvais sur notre marché. Petite digression, quel est ton avis justement pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont sur ce marché infoprenariat, formation, coaching, accompagnement, machin, tu vois. C'est quoi toi ton avis? Tu penses que c'est la merde? Tu penses que c'est cuit? Tu penses que ça va redémarrer? Tu penses que faut se réinventer? C'est pas cuit, mais ça redémarrera jamais comme avant, dans le sens où, et fort heureusement, les clients ont arrêté d'acheter des formations sur tout et n'importe quoi, des formations contenu, théorie. Voilà, on s'est aperçu que oui, effectivement, c'est pareil. Hein, j'ai plein de formations, j'ai acheté, j'ai jamais ouvert. Enfin, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de formateurs dans l'infoprenariat, formateurs, coachs, etc., qui se sont dit à un moment donné, c'est trop facile, il suffit de vendre de l'info, de faire des webis, de pousser un peu avec la pub et ça va le faire. Et effectivement, c'était crescendo, hein, c'était un truc de fou, enfin la demande qu'il y avait. Or, accompagner, bon, tu vas pas dire le contraire, c'est un vrai métier, former c'est un vrai métier. Et je pense que ça va, il y a une grosse vague là, qui va enlever beaucoup de personnes de notre marché et c'est déjà le cas hein, depuis un moment. Mais en fait, ça va demander d'avoir un marketing déjà beaucoup plus fin et surtout des produits beaucoup plus adaptés aux besoins des entrepreneurs en termes de suivi asynchrone, synchrone. Il y en a qui font un mix hybride, accompagnement Presta. Voilà, il va falloir il va falloir arrêter de parler du tout scalable, du tout automatisé. Voilà, ça c'est sûr pour moi c'est mort. Les formations en ligne, vraiment avec énormément d'infos, etc. Très théorique, ça c'est mort, c'est fini. On voit quand même 2 modèles qui marchent bien, c'est les petits produits sur un sujet vraiment très précis. Quand c'est bien fait, quand c'est des templates, quand c'est une méthode à appliquer en quelques jours, franchement, je trouve ça très cool. Et après, des prestats un peu plus premium, mais avec de l'accompagnement, au moins de l'accompagnement de groupe ou du one-one ou un truc hybride. Voilà un peu mais le ventre mou, on va dire, ça c'est ciao. Ouais. Est-ce que il y avait, quand tout roulait, ou tout semblait rouler en tout cas, des signaux silencieux, si je peux dire ça comme ça? Parce que tu nous as parlé du fait que finalement tu l'avais un petit peu en tête, que tu l'écrivais, que machin, mais est-ce qu'il y avait d'autres manifestations, peut-être un peu plus silencieuses, pour que peut-être celles et ceux qui nous écoutent ils puissent se dire ah tiens, est-ce que ça serait pas un petit signe que je suis pas exactement là où j'ai envie d'être? Ouais, alors ça dépend de mon business model. Moi, j'ai arrêté progressivement, j'ai arrêté l'accompagnement client. Parce que pour plusieurs raisons, d'une part parce que j'écoutais un peu les impératifs de la scalabilité, il faut, je te vois ricaner, mais il faut il faut déléguer l'accompagnement et se concentrer sur le marketing ou sur ce que tu sais faire de mieux. Alors je suis d'accord sur le principe évidemment, ça c'est sûr, c'est aussi ce que je dirais à mes clients, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça nous déconnecte non plus de ce qu'on aime faire, parce que pour le coup, je me suis aperçue que moi, ce qui me faisait vibrer, ce qui donnait du sens à mon activité, c'était d'assister vraiment à la transformation et à la progression de mes clients. Et en fait, j'ai arrêté de le faire aussi parce que justement, ça m'animait plus. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais osé dire il y a quelques mois. Hein. Mais effectivement, moi, le signe, ça a vraiment été, comment le dire? Ça me gonfle. Une partie de l'accompagnement client me gonfle.
c'est pas la faute des clients. C'était un peu toujours les mêmes questions. Je me sentais plus stimulée, je me sentais plus intéressée. Et ça, pour moi, c'est un signe que il y a peut-être un truc, en tout cas quand on aime accompagner dans mon domaine, il y a peut-être un truc à revoir. Ça a été un des signaux. C'est voilà, essayer de déléguer le cœur, l'opérationnel. Ça a été. Je suis en train de réfléchir s'il y a eu d'autres manifestations, mais je pense que ça c'était la plus significative, on va dire. Ouais, il y a un truc qui devient lourd, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, il me semblait que longtemps tu disais, ou peut-être j'ai un faux souvenir, que tu voulais pas faire de one-one. Alors, est-ce que tu le disais c'était vraiment le one-one en tant que tel, ou c'était le fait que tu voulais pas avoir plusieurs offres? En tout cas, comment ça arrive, ce truc-là? Ou ça se concrétise, du coup, peut-être si c'était là? Ouais, effectivement, moi j'ai jamais fait de one-one. Alors pour plusieurs raisons. Moi, dans tous les cas, le one-one, donc moi je vais en faire effectivement et ça me fait kiffer, j'en ai envie dans mon business actuellement. Déjà le one-one en mode séance à l'unité, question vraiment très débutante. Moi, dans tous les cas, mon avis n'a pas changé. Je pense pas que je kifferais. En tout cas, des formats vraiment courte durée. Moi, je pense que j'ai vraiment une valeur ajoutée. Après, c'est parce que j'ai évolué aussi, hein. Mais pour des collabs un peu plus avancées, plus longues, etc. Donc, et puis parce que j'ai envie de long terme et de vraies relations avec mes clients. Donc, c'est ça qui me fait choisir ça. Pourquoi je voulais pas faire de one-one? Parce que je me sentais pas légitime aussi. Parce que je disais que j'étais pas coach. Et effectivement, je le suis pas. Mais après, on peut accompagner tant que c'est bien carré et que ça dépend de l'offre, évidemment. Mais on peut très bien faire du consulting en one-one aussi et du mentorat. Je pense que j'écoutais aussi les trucs, voilà, on en revient toujours. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs maintenant qui remettent en question ça dans le domaine. C'est ce truc de faut pas faire du one-one, faut faire du groupe. Et ça, je l'ai écouté dès 2020 en fait. Et du coup, quand j'ai lancé la Micropreneur Academy pour la première fois fin 2019, début 2020, j'étais pas très expérimentée en soi. Franchement, si c'était à refaire, j'aurais fait du one-one pendant des mois pour savoir exactement quels sont les besoins. Voilà, interagir avec des clients et voir ce qui les bloque véritablement parce que ça m'aurait évité pas mal de détours. Donc c'est un peu tout ça, des fausses idées que j'avais sur le one-one, et puis aussi parce que je me rends compte que c'est le format qui permet aussi aux clients d'avoir des résultats tangibles. Tout simplement, je pense que c'est imbattable. Évidemment, c'est pour ça que moi, par contre, dans la Micropreneur Academy, il y avait du one-one, c'est pas moi qui le faisais par contre, mais il y avait des calls, il y avait 3 calls à prendre pendant les 4 mois de formation, il y avait 5 audits vidéo, il y avait questions illimitées, des lives, etc. Donc j'en étais consciente, mais voilà. C'est un gros revirement et c'est vrai que c'est une bonne question. Bah, dans la suite logique des questions, moins sur le pivot en tant que tel, mais sur ce qu'il y a autour, c'est que du coup, comment tu gères ce besoin, on va dire, de pivoter, de te repositionner, dans le sens que ça n'impliquait pas que toi, c'est-à-dire que tu avais une équipe aussi. Est-ce que ça a créé d'autres contradictions, de te dire quand même, je peux pas arrêter, il y a d'autres gens qui sont impliqués, les coachs, je sais pas, les personnes peut-être la production de contenu, que sais-je, enfin bon bref. Est-ce que ça a posé problème pour toi? Ouais. J'avais une assistante opérationnelle et j'avais 4 coachs dans la Micropreneur Academy, dont Leïla qui est aussi mon bras droit, donc voilà, c'était 5. Ah ben ça m'a bien emmerdé. C'est sûr qu'il y a eu un peu j'ai fermé l'académie, ça a eu des répercussions sur 5 autres business, ça c'est sûr parce que j'en suis consciente, c'était des contrats depuis des années, une grosse partie du chiffre d'affaires des filles aussi. Après voilà, j'ai toujours été hyper transparente, elles ont senti. J'ai commencé, alors dès que j'ai appris que j'avais perdu le financement CPF, je leur ai envoyé un message en disant, mais le jour même, en disant c'est la fin de l'académie, je pense telle qu'on la connaissait, les filles, je vous tiens au courant. J'avais pas encore pris ma décision à ce moment-là, mais voilà, j'essaie de les prévenir le plus tôt possible. Après, forcément, oui, ça a été ça a été un élément qui m'a fait repousser un peu, on va dire, repousser l'annonce. C'est pour ça que j'ai fait une dernière session aussi dans la Micropreneur Academy. Donc, on a fait un dernier lancement en juin parce que les filles avaient un peu leur planning de l'année. Normalement, on aurait dû avoir un gros lancement en septembre. Voilà, j'avais pas envie non plus de leur dire bon, mais ça y est, il y aura plus de lancement. Le dernier, c'était il y a 2 mois. Je vous préviens comme ça.
Donc on a fait les choses vraiment de manière progressive et là, ça fait quelques jours que la dernière session s'est finie. Donc il y a eu quand même, je compte, il y a eu 8 mois en gros entre l'annonce et la fin des contrats des filles. Donc voilà, ça a permis aussi de lisser un petit peu ça. Elles ont des choses à côté, mais du coup le fait de les prévenir à l'avance, ça a permis aussi qu'elles se retournent. En tout cas, comme elles le pouvaient. Mais ouais, ça c'est un truc qui m'a bien... Tu vois que quand t'es entrepreneur et que t'as une équipe, la moindre décision que tu peux prendre, ça peut avoir des impacts aussi sur tous ceux qui sont avec toi. Donc ouais, ça a été un sujet. On se l'a dit tout à l'heure au début de l'épisode, je t'ai reçu sur ce podcast il y a plusieurs années, et la première fois, alors j'ai pas vérifié la date exacte du premier podcast, mais je pense que c'est 2019. Parce que c'était Rocket ton business. Ouais, c'était peut-être 2020, je pense. Ok. Mais oui. Bon. 2019-2020, donc il y a 6 ans. Allez, pour couper la poire en deux. Déjà. Et donc ma question c'est, tu lui dirais quoi à la Maëlane d'il y a 6 ans qui est arrivée sur ce podcast en 2020? En fait, j'avais énormément, moi, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, donc je me suis lancée, alors moi je me suis lancée début 2019 dans le freelancing, et après j'ai bifurqué vers de l'accompagnement. Tu te souviens du sujet? Je me rappelle plus du sujet du podcast. C'était sur la micro-entreprise. Ah oui, ça devait être un truc administratif. Ouais, je pense. C'était pas gérer ta micro-entreprise, mais un truc comme ça, quoi. Ouais. Ou protéger son business, ouais, peu importe. Et ok. Mais en fait, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, j'avais énormément d'idées préconçues, on va dire, de croyances. Et je pensais, c'est marrant, quand j'y repense, j'avais des vérités, tu vois, dans ma tête sur, par exemple, je sais pas moi, les formations en ligne, c'est le format qui me va. Et j'avais pas conscience finalement de toute l'évolution qu'il allait avoir dans mon positionnement, dans ma clientèle, dans mes tarifs. Et au début, j'avais énormément de mal à faire évoluer ma boîte parce que j'avais l'impression d'être inconstante. Tu vois, j'avais pas encore compris, c'était vraiment le tout début, hein, que c'était voué à changer. Pareil, je me mettais dans des cases en mode t'es pas bonne à l'oral, t'auras jamais de podcast. Bon, j'ai eu un podcast pendant 4 ans qui a très bien marché. C'était devenu mon canal de vente numéro 1 après. C'est rigolo. T'es pas à l'aise en vidéo, machin, toi, concentre-toi sur le texte. Voilà, c'était que des trucs comme ça où je me disais, tu sais, je me mettais vraiment dans des cases, des étiquettes. En fait, j'avais des étiquettes sur moi et des étiquettes sur un peu le business en mode ça doit être comme ça. Et ouais, je sentais un peu de culpabilité dès que j'évoluais ou que j'avais d'autres envies. Et là, j'ai envie de dire à cette Maëlane de 2020, mais accroche-toi, t'es pas prête et autorise-toi à changer, à évoluer et à changer d'avis. Elle t'écouterait, tu crois? Je crois pas. Bon, bah en même temps tu es en mesure de le dire parce que il s'est écoulé ces années-là justement. Hein. Alors mon autre question, j'ouvre la porte en même temps, je m'excuse. Voilà, pour raconter les coulisses à ceux qui sont sur YouTube, mon mari il est parti faire les courses, il a laissé le chien avec le feu et pendant que Maëlane a parlé, le chien il a aboyé, donc je voulais quand même m'assurer que le chien soit vivant et qu'elle se soit pas hein, bah voilà, tu viens de nous voir, super. Alors on se reconcentre. Ma dernière question large, on va dire ça comme ça parce qu'après j'ai un petit flash où on répond vite là, tu vois. Dernière question, sauf si Maëlane me dit un truc sur lequel je rebondis, c'était que la semaine dernière on blaguait par texto sur le côté excessif mindset, voilà, excusez-moi, j'ai le chien qui aboie, saut quantique pour gagner les 10 000 euros par seconde si tu tournes 3 fois sur toi-même, le soir de pleine lune, machin là. C'est quoi qui te gonfle toi avec ce genre de propos, quoi, disons ça comme ça? C'est que ça veut rien dire. Enfin, c'est du vent. Ouais. Le truc de... Alors, j'ai un peu changé, non pas que je fais des sauts quantiques, mais avant, j'avais tendance à réfléchir simplement avec la stratégie, le machin, j'étais très cartésienne, très carré, machin. Là, je me rends compte qu'il y a aussi, c'est pas que de la stratégie, il y a aussi dans la tête des blocages qu'on peut avoir. Je le sais parce que je me fais accompagner en ce moment, et effectivement, j'avais des choses à bosser. Mais le truc de, ouais, manifestation, saut quantique, machin... expansion exceptionnelle et tout, des mots comme ça, et je suis d'accord avec toi parce que t'en parles régulièrement. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ça veut rien dire. En fait, j'arrive même pas à comprendre l'activité de ces personnes-là et ce qu'il y a dans les offres, mais je pense que c'est ça qui fait vendre aussi, c'est tu vends avec de l'émotion, mais
mais qu'est-ce qui se passe après l'achat? Je ne sais pas, c'est très obscur pour moi. Donc voilà, c'est ça qui m'agace, c'est que c'est fondé sur rien. Ouais. Tu crois que ça marche encore le truc? Enfin, que ça marche encore, oui, puisque il y a des business qui survivent, mais moi j'ai l'impression que tu vois qu'on est quand même sur un marché qui a gagné en maturité, en complexité, et que le truc un peu trop flou, un peu trop, on appuie que sur l'émotion et tout. Tu sais, au bout d'un moment, les gens ils sont en mode, ah, frérot, c'est bon, là, ça fait 10 ans que tu nous refourques, ta Ouais. merde. Ah, c'est clair. Mais moi, j'aime bien voir ça. Moi qui aime bien le marketing est devenu, enfin, je suis la plupart quand même bien plus subtil et c'est hyper intéressant de voir ça. Faut être bien plus fin. Faut arrêter de faire du truc bourrin. Après, je pense qu'il y a quand même un public qui est hyper, et ces personnes-là l'ont compris, qui peut être très attiré par ce genre de choses. Donc, ça dépend du public que tu cibles. Ouais, est-ce que c'est pas aussi parce que c'est un public qui est particulièrement en difficulté et qui donc, si tu leur promets une solution, forcément que... Ouais, il y a une partie de ça, mais après, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, je le vois un peu, enfin, des fois, je vois des trucs passer, même chez les Américains et tout, t'as quand même beaucoup de meufs qui ont un business qui pèse, mais j'ai l'impression qu'elles se revendent toutes la même chose, finalement, tu te revends l'expansion. En fait, tu t'achètes l'expansion à ta mentor, elle te fait avoir des sauts quantiques, et après, tu aides tes clients à avoir des sauts quantiques et à manifester l'abondance. C'est très rigolo. Donc, oui, bien sûr, il y a un public qui est assez varié, mais, j'ai l'impression quand même, quand je vois en tout cas parmi les mentors de mentors, c'est quand même des meufs qui sont un peu, enfin, c'est souvent des meufs quand même, qui sont un peu dans la même vibe, on va dire, le même truc délire un peu. Hmm. Moi, j'ai envie de provoquer, je vais être un peu désagréable, hein, mais je m'appuie aussi sur le livre de Camille Tess sur la question, mais est-ce que c'est pas un peu ce qu'on appelle de la vente pyramidale, quoi? Mais oui, coach de coach de coach. Tu vois, c'est qu'il y a vraiment, Oui, tu sais, oui. Camille Tess dans son livre Politiser le bien-être, la première partie, c'est un peu les constats, quoi, si je peux dire ça comme ça, et elle en parle au bout d'un moment de ce truc, tu vois, de saut quantique, enfin de toute la vibe capitalisme spirituel là qui vient chercher la spiritualité, mais vraiment de manière très superficielle, courant New Age, machin, bref, qui te fait des assemblages, à devant un truc, et en fait, une fois que t'as dépensé beaucoup d'argent pour ça, bah t'as intérêt de le rentabiliser, puis de vendre un peu la même idée pour C'est rentabiliser ça. son investissement. T'as une espèce de pyramide de Ponzi qui dit pas son nom, quoi, tu vois. Mm. Oui, carrément. Mm. Alors, mes 5 questions flash. Le principe, un mot, une phrase. J'adore vous faire ça parce que moi, je suis incapable de le faire. Parce que moi, j'ai donné une interview lundi, on m'a fait ça, et genre on dit il faut répondre avec un mot, une phrase. Mais j'ai adoré l'interview, hein. Paul, si tu passes par là, c'était super ton interview. Mais voilà les questions qu'on me pose, moi, tu sais, genre il faut me répondre en un mot, est-ce que tu peux m'expliquer l'anticapitalisme, tu vois, et je me dis, ouais, les gars, faut me laisser 4 heures, quoi. Donc j'ai essayé de prendre des questions qui sont à peu près répondables. La première étant, le mot qui résume ton pivot. Autorisation. Ok. Mais je peux pas expliquer, du coup, c'est qu'un mot, c'est ça, je suis frustrée. Non, Là. maintenant tu peux expliquer. Vas-y, explique-nous. Non, je m'autorise à changer d'avis et aller vers ce vers quoi, oh, je n'arrive plus à faire ma phrase. Ce vers quoi, ouais. Ouais, ce vers quoi j'avais envie d'aller il y a quelques années, voilà. Mais en mettant de côté toutes mes idées préconçues sur le business, la croissance, etc. Est-ce que je t'ai pas demandé, ça me vient maintenant, mais est-ce qu'il y avait des gens autour de toi, pro ou perso, hein, qui te poussaient un peu à ah meuf, t'es sûre tu veux rester là-dedans? Moi je te verrais bien faire ci, faire ça, ou ça fait longtemps que tu parles de ci, de ça? Ouais. Il y en avait des personnes très proches, parce que ça faisait longtemps que j'en parlais, j'avais mon conjoint, et même c'est marrant, parce que j'ai des potes, la majorité de mes potes ne sont pas entrepreneurs. Ça me fait du bien d'ailleurs de parler d'autres choses, mais par contre ouais, très souvent on me disait on me relançait, mais tu voulais pas lancer ça, mais qu'en est-il, etc. Donc oui, j'avais quelques personnes, mais après la majorité des gens s'attendaient à ce que je continue, hein, même parmi mes proches. Après le pivot, il y en a plein qui m'ont dit qu'est-ce que t'as fait là, j'ai vu sur Insta, qu'est-ce que t'as fait. Ah oui, là c'était le pivot business qu'on a, enfin en tout cas pour les gens qui sont pas super proches de toi, je pense que c'est le pivot business qu'on n'avait pas vu venir, quoi, tu vois. La deuxième question flash, c'est la croyance que tu as définitivement laissée derrière toi. Qui a peut-être qu'il y a qu'une façon de faire grandir son entreprise au sens croissance. Ok. Et c'était quoi du coup
Bah là, ça fait référence au changement de mon business model, le retour au one-one, enfin, Ouais. plutôt la mise en place du one-one et voilà, plus de proximité. Ok. La troisième, ce qui t'enthousiasme le plus dans cette nouvelle phase professionnelle? C'est que tout est à écrire, page blanche. Ça, la réponse est venue tout de suite. Hein. Ouais, je kiffe. C'est le côté un peu bac à sable, genre je peux tout faire. Ouais, c'est ça. Là, je me dis, bon, alors est-ce que je me concentre sur le mentorat? Est-ce que j'essayerais pas de tester un petit peu les systèmes de vente en evergreen? Est-ce que je lance un petit programme? Alors c'est grisant, en même temps, il faut quand même prioriser. Est-ce que je me lancerais pas sur d'autres plateformes? Enfin voilà, il y a plein de choses et j'ai envie de tester. Je trouve qu'il y a un truc qui est un peu, singulier. Je sais pas, c'est biaisé ce que je vais dire. Je vais faire ma phrase et puis je vais expliquer le biais. Mais j'allais dire, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu singulier chez toi. Là, je rajoute le biais qui est que moi j'ai plutôt l'habitude d'accompagner des pros de l'accompagnement plus côté coach thérapeute, donc je pense que c'est ça qui biaise un peu mon regard. Mais ce que je veux dire, c'est que chez toi il y a le truc de vraiment tu kiffes entreprendre, mais dans le sens, tu vois, que t'as toujours le truc de t'aimes bien faire des offres, tester des trucs, tester les modèles, faire des pages de vente, retester le message, alors que souvent les accompagnants, mais un peu plus peut-être côté coach thérapeute que du côté coach consultant mentor, tu vois, c'est c'est la croix à la bannière, quoi. Enfin, je me mets dans le tas aussi, hein, mais vraiment le truc de oh là là, et alors, il va falloir trouver une offre pour la fin d'année, puis il faut faire les pages de vente et machin. Moi, dans ma tête, je suis en mode, mais là, enfer, hein, foutez-moi la paix, quoi. Genre, vraiment, j'ai pas fait d'école de commerce. Pourquoi je me retrouve dans ce bourbier, quoi, tu vois. Alors que toi, on sent que c'est le truc qui te passionne, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que t'as comment dirais-je, une astuce peut-être pour les pros de l'accompagnement? Parce que là, il y a beaucoup de pros de l'accompagnement qui vont t'écouter, du coup, sur ce podcast. Peut-être pour, tu vois, leur faire un petit switch et qu'ils disent, ah ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Peut-être que vu comme ça peut être moins chiant, finalement. Après, moi, c'est mon métier. C'est normal de kiffer ça. Peut-être, il y en a beaucoup qui aiment pas ça parce qu'ils se forcent aussi à faire des trucs qu'ils ont pas envie de faire. Typiquement, t'es pas obligé de poster sur Insta, de faire de la pub, de faire des webinaires, de faire des appels de vente, enfin, il y en a beaucoup à se forcer aussi à suivre un chemin en particulier parce que tout le monde nous a dit de faire ça, mais il y en a qui font des trucs hyper contre-intuitifs qui normalement sur le papier ne devraient pas marcher économiquement parlant et au final ça marche super bien. T'en as dans tes clientes? Mm. Genre, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir un business où tu reçois l'audit ou je crois que ça se passe comme ça chez toi, tu vois, et où tu te dis genre, wesh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et que finalement tu te dis, bah écoute, ma foi, c'est QFD, ça marche quoi. Mais ouais, alors j'ai pas d'exemple en tête, c'est dommage, mais des fois je découvre des métiers, moi, avec les gens qui rejoignent l'académie, on est là, questionnaire d'onboarding, je suis là, pouah, il y en a qui font ça. Et je vais sur le site de la nana, en général c'est des femmes, je trouve ça cool quoi. Puis t'as les témoignages clients, t'as tout le truc, tous les contenus et tout, je suis là, ah ouais, ça existe ça. Bon, maintenant c'est rare, hein, parce que bon, au bout de 5 ans, on a quand même fait le tour de la majorité des métiers, mais voilà, il y en a qui me font sourire, mais c'est trop bien. Comment t'expliques que t'as surtout des nanas? Euh... Alors c'est vrai que il y en a qui vont me dire ouais c'est ta com. Alors oui bien sûr au fur et à mesure voilà j'ai quand même une com qui a rejoint un peu mon audience. Moi je pense je l'explique par le fait que les hommes quand ils entreprennent ils vont pas aller rechercher des conseils sur Google. Ils y vont en mode bourrin. Ils y vont. Alors que les femmes, on a plus tendance à vouloir être sûres, vouloir se former. Il n'y a pas de bien ou mal, hein, mais je trouve que c'est pas le même comportement dans l'entrepreneuriat. Les mecs, ils y vont, ils se posent des questions après, ou pas d'ailleurs. Alors que les femmes, des fois, on est plus sur la réserve, on a envie de mal faire, on a peur du regard des autres, etc. Ok. Quatrième avant-dernière question, prévue, précise. Le super pouvoir que tu utilises le plus en ce moment ou la force que tu utilises le plus en ce moment? La faculté à avoir plein d'idées tout le temps, surtout. J'ai des trucs qui pop et des fois je me dis putain mais c'est vraiment pas mal. Je suis pas à court d'idées, donc ça c'est cool. Comment tu fais pour avoir autant d'idées? Déjà je ne travaille pas trop. C'est contre-intuitif, mais je laisse mon esprit se promener un petit peu. Moi, je m'occupe beaucoup, là, je vais y arriver. Je m'occupe beaucoup de mes petites filles qui ont 2 ans et demi et 6 ans. Alors, je vais pas dire oui, ma fille de 2 ans et demi. Comment? Deux Et ans et six demi, mois, six pardon. mois, Oui. oui.
J'étais en train de dire, attends, j'ai loupé un truc là. Non, non, elle n'a que 6 mois. Non, je vais pas tomber dans le cliché de ma petite fille de 2 ans et demi m'apprend des leçons business. Non, c'est plutôt que voilà, je passe pas tant de temps que ça vraiment dans le cœur de mon business et je me laisse du temps aussi. Je lis pas mal, là, on voit tous les trucs business derrière moi. Je consomme des contenus. Je fais beaucoup de journaling. Tu vois, dès que j'ai des idées, je les laisse venir. Donc moi, quand j'étais vraiment à la tête dans le guidon, j'en avais plus. Et là. Il y a ça et aussi le fait que j'ai choisi une direction maintenant qui me fait kiffer, que j'adore, ça me passionne ce que je fais, donc il y a aussi c'est ça qui s'est débloqué aussi. Et toutes ces idées, comment tu fais le tri entre ce que tu exécutes maintenant, ce que tu exécuteras plus tard, ce que tu laisses tomber? Je connais mes priorités en termes de chiffre d'affaires. J'ai un peu, je sais un peu, tu vois là, pour mon pivot, j'allais pas passer 10 000 ans non plus à communiquer, à me repositionner et tout. En fait, au bout d'un moment, j'ai besoin de vendre mes offres normales. Donc je fais ça, c'est le plus important pour moi, les offres de mentorat, un peu voir un peu l'écosystème. J'aimerais bien lancer un nouveau podcast, mais ça, tu vois, c'est dans un second temps. Je les note au fur et à mesure et je les laisse comme ça pendant plusieurs semaines et des fois je rouvre la page et je me dis ah quelle idée pourrie ou alors je me dis bon ben voilà on va travailler sur ça tu vois j'essaye de vraiment c'est pas en mode tac j'ai une idée je vais créer l'offre ou alors c'est je suis vraiment persuadée que c'est la bonne offre et j'ai le temps pour le faire mais en général je les laisse un petit peu mariner comme ça maturer. Tu fais encore genre des études de marché entre guillemets, hein, de venir sonder ton audience en questionnaire, etc. ou tu le fais plus? Ouais, je le fais. Je l'ai refait là pour mes offres de mentorat justement, pour les programmes que j'ai lancés récemment. Je suis allée en DM, j'ai envoyé. Alors c'est pas des études de marché en mode très formel, mais c'est plutôt je suis revenue voir des prospects que je connais bien, des anciens clients, en leur demandant leur avis direct sur. Tu vois là j'ai lancé une offre de mentorat sur la forme d'audit. J'ai envoyé une dizaine de voice l'autre jour en disant bah voilà, mais pas des trucs en mode chiant, mais juste bah t'es inscrit sur la liste d'attente parce que bon, je choisis les gens à qui j'envoie. T'es inscrit sur la liste d'attente. Enfin, est-ce que t'as regardé? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que t'as des retours à me faire? Et hyper intéressant. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait ça. Au final, t'oublies de faire les trucs les plus basiques. Et ça m'a apporté pas mal d'infos. Donc oui, je le fais. Voilà, dans les discussions, dans les calls que je peux avoir, même des calls informels, tu vois, des fois il y a des choses je retiens un peu certaines choses. Donc ouais, je le fais. Est-ce que j'ai pas pensé, les questions elles viennent toujours au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut pas que j'en prévoie 40 parce que sinon on est là pendant 2 heures. Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur, comme on dit, avec ce nouveau positionnement? Non, Est-ce que non, tu non. l'as déjà dans la vie, des fois? Oui, je l'ai des fois. Oui, oui. Non, non. Mais c'est juste que là, c'est des choses que j'ai déjà, que j'ai déjà un peu vendues. Enfin, j'ai eu un programme quand même pendant 2 ans sur le structuration, la professionnalisation, donc elle aussi CEO. Déjà, c'est des sujets que je connaissais. J'ai eu des retours, je vois les résultats de mes clients. Mais moi, je me lance jamais dans un truc sans être persuadée que je peux quand même que j'ai de la matière et de l'expérience à apporter. C'est pour ça que l'académie, au début, quand j'ai lancé, c'était quasiment que de la création d'entreprise et de l'administratif. C'était pas du tout du business et du marketing. Je me sentais pas légitime. Après, oui, je pense que j'ai été freinée aussi par justement, j'attendais d'être vraiment prête avant de pouvoir parler de ça. Je sais pas. Je me pose pas trop la question, je crois. C'est ouais. Toi, tu l'expliques comment ton succès? Je sais pas si j'ai du succès, tu vois. Je Bah, sais je pas. me dis que quand même, pour beaucoup d'indépendantes qui nous écoutent, tu fais quand même partie déjà de celles qui ont survécu. Parce que il y en a plein depuis 2018, 2017, 2018, 2019, là. On est toute une clique à s'être lancée à peu près au même moment. Déjà, Ouais. on en a plein, on sait pas ce qu'ils sont devenus. On les a perdus, tu vois. Donc déjà, tu as tenu. Déjà, jusque-là. C'est presque 10 ans, pour 8 ans, quoi. Ça, petit 1. Petit 2, t'as quand même, tu vois, on t'a vu partout. Là, les dernières années, puis la Micropreneur Academy, ça a quand même été j'ai l'impression, un gros succès. Après, oui, tu vas me dire, un succès, c'est relatif, certes, mais Ouais, il ouais, y a ouais. quand même dans un milieu où t'en as quand même énormément qui galèrent, ne serait-ce qu'à se verser un Bien SMIC. sûr. J'ai l'impression que ça a quand même été un bon succès, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, je te dis ça parce que forcément, ça fait relativiser, tu vois, quand t'arrêtes un truc qui marche, t'es là, ok, j'ai plus l'académie, tu vois, pour me représenter, entre guillemets, et des fois, j'ai l'impression un peu de partir de zéro, alors j'ai toujours mon audience, tu vois, mais c'est pas la même clientèle, etc. Donc pour ça, en ce moment, je suis là,
je repars finalement un peu de zéro, mais oui, ça a marché, la Micropreneur Academy, ça c'est sûr. Plusieurs choses. Bon, le timing en soi, parce que se lancer en 2022, c'est pas pareil que se lancer en 2019, je pense, dans notre secteur en tout cas, dans plein de secteurs. Je pense vraiment, sans me jeter des fleurs, mais je dis objectivement, je pense que moi j'étais passionnée par la formation, l'accompagnement, et enfin vraiment j'ai mis tout mon cœur dans mes programmes au niveau de la pédagogie, l'accompagnement, même mon équipe et tout. Pour moi, c'était hyper important que tout soit cadré et tout. J'ai jamais vendu de la merde. Je pense que ça a aidé. Je suis restée droite dans mes bottes. Voilà, j'ai pas fait un marketing poussif, j'ai pas... Bon, j'ai fait des erreurs évidemment, hein, mais voilà. Voilà un peu mes explications. Eh bien, notre dernière question prévue, hein, comme d'habitude, l'adjectif qualificatif prévu est important. La phrase que tu veux que nos auditoristes y gardent après cet épisode. Faut que je choisisse une phrase là. Tu m'en choisis une pour le principe. Après, tu en rajouteras si tu veux. Non, bah, je leur dirais autorisez-vous à pivoter, à remettre en question des choses, même si ça fonctionne, même si tout le monde vous dit ah mais ça fonctionne, c'est trop bien, de l'extérieur en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cachent un peu des choses sous le tapis. On s'autorise pas, soit quand ça marche, soit quand ça marche pas. Il n'y a pas un chemin dans l'entrepreneuriat et voilà, c'est important d'accepter aussi de changer d'avis et de pivoter. On sait ce qu'on laisse derrière nous, mais on sait pas ce qu'on a devant nous. Donc c'est un peu ça résume un peu mon pivot. Question, à mon avis, qui enfonce une porte ouverte, mais je me dis que ça vaut le coup. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, comme dit la trend de Instagram, dans nos auditories. Est-ce que, quand ça ne marche pas, puisque là, on a parlé de ceux qui pivotent alors que ça marche bien, machin. Est-ce que pour ceux pour qui ça ne marche pas, est-ce que c'est toujours la faute au positionnement? Parce que j'ai l'impression qu'on leur dit tout le temps ça. T'es mal positionné, faut te repositionner, machin. Est-ce que c'est forcément la solution, le repositionnement? Est-ce que trop de repositionnement, ça tue le positionnement? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais oui, il y en a beaucoup qui pivotent tous les 2 mois ou voilà, bien sûr, il faut quand même de la constance, de la régularité. Après, non, c'est pas qu'un problème de positionnement, évidemment. Sinon, il suffirait de travailler sa petite phrase. J'aide les à faire ceci et cela. Non, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi le contexte. Ça peut être l'activité, les normes, la réglementation en cours aussi. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être le barrière qu'on a, hein, mine de rien, l'autosabotage. Il y a des trucs mindset, évidemment. Donc je leur dirais à ces gens-là de faire des sauts quantiques et d'ouvrir leur chakra et de manifester, de respirer bien fort pour faire rentrer l'argent. Non, mais il peut y avoir plein de choses, c'est pas juste le positionnement. Allez, dernière question, après j'arrête. C'est une question, c'est un peu peau de vache comme question. Je te préviens. J'aimerais pas qu'on me la pose, mais tu vas faire une cabriole. La question, elle est un peu con dans le sens elle est mal posée, mais ce qui est derrière me paraît plus intéressant. La formulation pas terrible, c'est de dire genre pour toi c'est quoi le pourcentage qui relève de l'individu entrepreneur entrepreneuse et le pourcentage qui relève de l'extérieur. Mais bon, peut-être qu'un pourcentage c'est pas très futé, tu vois, mais c'est pour te faire parler de comment toi tu perçois cet aller-retour quoi entre ce qui relève de l'individu et puis bah le contexte dans lequel il entreprend, sur lequel il a pas toujours la main quoi. J'en ai marre qu'on me les pose à moi ces questions. Débrouillez-vous avec ça. Moi, je pense qu'il y a quand même une majorité d'individus, mais pas que. Alors, en proportion à... Après, ça dépend. Quand tu dis contexte, c'est aussi quoi? L'environnement familial, les ressources et tout? Ouais. Ouais, c'est beaucoup, effectivement. Même en termes de temps, ça peut être pas juste le contexte économique. Ouais, non, tu vois, toute la part où l'individu, il a pas strictement la main, tu vois. Ouais, mais dans ce cas, moi je dirais 50-50. Okay. 50% environnement, chose dont t'as pas le contrôle, et 50% toi. On n'est pas responsable de tout, évidemment. Il y a aussi des fois où on se met des idées en mode c'est la faute de ça, alors que peut-être que c'est plus un truc intérieur, mais inversement aussi. Des fois, on est persuadé que c'est nous qui sommes nuls, alors qu'en fait, c'est le contexte qui est pourri. Donc, on va dire 50-50.
Je prends pas de risque avec ça. La Suisse. Ouais. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue cet épisode? Un truc que t'as pas eu le temps de dire? Non, on a tout dit. Moi, je suis chaud pour un 4e épisode dans 3 ans, quand j'aurai lancé un business qui n'a rien à voir. C'est ça. Quand tu seras artisane, peut-être, créatrice de vases, je sais pas pourquoi je te voudrais bien faire de la poterie. Non, j'ai pas la patience. Je suis maladroite. J'aime pas les activités manuelles. Oui, bon, ok, raté. Peu de chance. Si t'arrêtes vraiment pour de bon l'accompagnement, tu fais quoi? J'aimerais bien lancer un truc. Après, faut avoir le cash pour le faire et le patrimoine, mais dis un truc de gîte, tu vois, gîte à la montagne, un truc comme ça. Un truc où... Il est au courant, ton mari, ou? Bah, il kifferait, lui. Ah ouais, ok. Ouais, il a déjà fait ses menus. Il dit, ouais, le soir, je proposerai raclette, moussaka. Je lui dis, non, moussaka, ça va pas. Enfin, voilà. Tu vois, on a déjà pensé à la question. Ah ouais. Donc, alors, Prom Dog, moi, je prends les paris. Auditoristes du futur, si vous nous écoutez et que vous êtes en 2030, wow, 2030, 2031, par là, peut-être vous écoutez cet épisode et vous pouvez, s'il vous plaît, dans les commentaires, venir vous moquer de Maëlan, qui depuis a ouvert un truc de gîte, chalet à la montagne, je sais pas quoi. C'est possible, parce que vous pourriez lui dire, ah ben, tu vois, tu devrais te réécouter parce qu'en fait, tu l'avais déjà en tête. Sans doute. Et je dirais oui, je l'avais déjà dit dans un podcast, dans mes carnets business, il est dit. C'est ça. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Maëlan, d'être venue nous documenter, nous partager tout ce pivot. Et puis, bonne chance, pour la suite, comme on dit. Eh ben oui, c'est pas fini. Mais merci beaucoup, en tout cas, Laura, pour les questions très intéressantes, comme d'habitude. Avec grand plaisir. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.